Bonjour à tous. Merci de regarder cette vidéo qui est destinée aux personnes qui vont s'occuper de gens infectés par le Covid-19. Cette vidéo vise à reprendre les principales données actuellement disponibles afin d'aider à la réflexion et à la gestion de ces patients en évitant les écueils de la légèreté et du catastrophisme. Les coronavirus, ce sont des virus qui sont connus déjà depuis quelques décennies. La majorité des cas, ce sont des virus responsables d'infections des voies aériennes supérieures. Il y en a 4 qui sont connus et qu'on détecte régulièrement. Et il existe 3 autres virus, donc 2 qui étaient connus jusqu'ici, qui sont responsables d'infections respiratoires aiguës, dans certains cas qui sont mortelles, qui sont beaucoup plus sévères. Le SARS-CoV qui était découvert en 2002, qui a été responsable à peu près de 10% de mortalité. Le MERS-Corona qui, lui, est en provenance depuis 2012 du Moyen-Orient et qu'on a régulièrement des alertes, mais actuellement pas en France, donc avec 30 à 40% de mortalité. Et puis ce nouveau virus qui est apparu donc, fin 2019 en Chine, qui est un cousin proche du SARS d'il y a 20 ans. Il est à peu près semblable, il est très proche, avec un réservoir d'origine animale et qui donc s'est répandu dans la population pour être responsable de l'épidémie que nous connaissons aujourd'hui. Les techniques que nous utilisons en virologie sont, comme dans tous les cas des virus respiratoires, des techniques de biologie moléculaire. Donc les prélèvements qui sont nécessaires pour effectuer le diagnostic virologique sont, dans la majorité des cas, les prélèvements rhinopharyngés. C'est ceux qui sont les plus faciles à obtenir et les plus faciles pour nous à techniquer. Et dans les cas des pneumopathies, donc infection des voies aériennes inférieures, eh bien, dans ces cas-là, il est recommandé de faire un prélèvement par des crachats qui permettrait donc à ce moment-là de pouvoir voir ce qui se passe sur l'arbre bronchique et donner un diagnostic sûr pour nos patients. Donc l'idée est de vous donner des données très factuelles sur la présentation clinique afin de reconnaître l'infection à coronavirus Covid-19. C'est avant tout un syndrome grippal et il est très difficile de reconnaître l'infection à Covid-19 d'un autre virus respiratoire. Il se présente par un syndrome infectieux, une sensation de fièvre ou une fièvre qui n'est pas toujours retrouvée, un syndrome respiratoire avec une toux, une dyspnée, mais parfois une simple rhinopharyngite et un syndrome douloureux avec les classiques courbatures, myalgie et parfois des céphalées. Attention, il existe des présentations atypiques avec des tableaux qui sont parfois paucisymptomatiques et c'est bien pour ça que la maladie se propage autant et est actuellement responsable d'une pandémie, mais aussi parfois des signes digestifs qui sont parfois au premier plan et qui peuvent des fois erroner le diagnostic initial. Ce que nous font remonter les ORL, c'est des tableaux d'anosmie assez brutales qui doivent aussi faire penser à ce diagnostic. Et attention chez les personnes âgées qui chutent à domicile, de bien rechercher des tableaux respiratoires qui sont des fois un peu plus trompeurs. La gravité, on la connaît déjà par des données chinoises qui nous montrent que chez les patients hospitalisés, 5% sont admis en unité de soins intensifs réanimation et 16% de formes sévères. Mais les données italiennes nous rapportent des données un peu plus graves avec 16% de patients admis en unité de soins intensifs réanimation, soit presque un patient sur 5. Il faut avant tout reconnaître ces critères de gravité qui sont vraiment majeurs, savoir devant une saturation qui baisse à moins de 90% ou une polypnée, de ne pas hésiter à contacter le service de réanimation dès que l'aggravation se fait assez rapide. Les données que nous avons actuellement montrent que les patients hospitalisés ont une médiane d'âge d'environ 50 ans, donc pas seulement des personnes très âgées, avec des comorbidités, mais pas toujours, et puis un délai médian de symptômes d'environ 7 jours depuis le début des symptômes jusqu'à l'admission à l'hôpital. On a très peu de données sur les facteurs de risque associés à la mortalité. Ce que l'on observe, c'est que ce sont plutôt des personnes âgées, avec des comorbidités, HTA, diabète, peut-être surpoids, mais on attend encore des données complémentaires pour nous confirmer s'il existe un surrisque pour les pathologies respiratoires chroniques, pour les femmes enceintes au 3e trimestre particulièrement. La présentation biologique est assez pauvre, néanmoins donc un taux de leucocytes qui est globalement normal, avec une lymphopénie qui est assez souvent retrouvée et un syndrome inflammatoire biologique non spécifique, une CRP en médiane à 50, avec une PCT classiquement basse. Mais néanmoins, il peut y avoir des surinfections bactériennes qui peuvent modifier cette présentation biologique initiale. Le tableau radiologique est vraiment très important puisqu'il nous permet d'avoir, par une certaine spécificité de cette sémiologie, un diagnostic très rapide avant même que le résultat virologique est obtenu. Donc n'hésitez pas, et c'est maintenant une
conseil que l'on fait de faire un scanner systématiquement à tout patient suspect de Covid pour retrouver ces lésions que vous observez avec ces images en verre dépoli qui sont assez éparses sur les deux champs pulmonaires et parfois des lésions plus condensantes chez ce patient admis pour une dyspnée avec, comme vous le voyez, une saturation qui était uniquement à 92% en air ambiant. Ce deuxième patient montre aussi ces images assez périphériques en verre dépoli et postéro-basal qui sont assez caractéristiques de l'infection à Covid-19. Et enfin, à un stade plus évolué, en réanimation, on voit des tableaux de syndrome de détresse respiratoire aiguë qui va être la complication redoutée au cours de cette infection. Cette diapo résume vraiment la maladie avec, comme vous le voyez, un délai entre le début des symptômes et l'admission à l'hôpital d'environ 7 jours. Et c'est vraiment au bout d'une semaine que tout se joue et que tout peut aller très vite et où il faut être très vigilant. La dyspnée apparaît à partir à peu près du 7e, 8e jour et le tableau de syndrome de détresse respiratoire aiguë apparaît à 9 jours. Et vous voyez qu'en 24 heures, tout peut basculer dans nos services et qu'il faut savoir reconnaître très précocement ces signes de gravité, l'hypoxie et la polypnée. Enfin, quelques recommandations de traitement antibiotique, puisqu'il est très difficile d'exclure en probabiliste une infection bactérienne ou une surinfection d'une infection à Covid. Et donc, nous proposons ces données qui seront disponibles sur le site internet de traitement antibiotique. Et enfin, une fois que l'infection est confirmée à Covid-19, ne pas oublier la légionnelle qui peut être une infection qui se présente de la même façon. Et bien sûr, pas de corticoïdes ni d'anti-inflammatoires avec vraiment une précaution d'emploi sur ces traitements actuellement au cours de l'infection à Covid-19. Donc, quelques éléments épidémiologiques mondiaux que vous voyez ici, la carte de ce matin où on voit que la Chine s'éteint, l'Amérique s'allume alors que l'Europe est en plein boom. Et on voit bien sur ces courbes que l'Europe est le moteur principal de l'épidémie actuelle, avec une extinction donc, de l'Asie et de la Chine. En superposant les courbes italiennes, chinoises et françaises, on voit ici les différences et la courbe verte française, si elle continue comme ça voudra dire que les mesures qui ont été prises ou qui sont prises peuvent s'accompagner d'un écrêtement du pic. Alors pourquoi c'est si contagieux? Vous avez déjà des éléments. Le premier élément, c'est que la période d'incubation est extrêmement variable. On l'a dit en médiane autour de 5-7 jours, mais peut-être qu'elle est au contraire plus prolongée, notamment pour les formes asymptomatiques. De sorte que la contagiosité devrait commencer normalement avec les signes, mais commence certainement en phase présyndromique, préclinique, et devrait aussi se prolonger assez longtemps pour les patients malades qui peuvent excréter du virus jusqu'à 1 mois après la sortie, sans pouvoir dire que cette présence de virus dans le système respiratoire est réellement contagieuse. Bien évidemment, les formes asymptomatiques sont très fréquentes. Les estimations actuelles, c'est autour de 15-20%, peut-être plus chez l'enfant, notamment chez les enfants qui ont des signes digestifs qui sont parfois trompeurs. Je fais juste ce petit rappel pour dire que la distance permet la protection puisque la transmission du virus grippal diminue au-delà d'1 mètre, 1,50 m. C'est les recommandations actuelles qui sont issues des travaux anciens. Alors, les malades ne se présentent pas tous de la même façon. Et vous voyez ici des malades qui ont beaucoup de germes partout, y compris dans le sang. Et vous voyez que cette présence de cette viremie à Covid s'associe à l'existence de cas sévères. Et c'est un petit peu la même chose quand il y a un portage digestif associé. Alors, ce qui veut dire donc qu'il y a théoriquement une transmission orofécale, ce qui permet d'insister sur le lavage de mains. La clairance habituelle, c'est-à-dire la disparition du germe, se fait en général autour de 10 jours pour ce qui est de la sphère respiratoire, probablement beaucoup plus longtemps dans la sphère digestive, et quant aux urines, elles ne posent pas de problème important. Se pose donc la persistance ou des persistants qui peuvent poser des problèmes, mais pour le moment, nous n'avons pas la preuve que cette persistance de virus s'associe à une contagiosité augmentée.
Alors, ce virus est partout. Vous voyez ici pour les aérosols, pour les différents supports, et vous voyez qu'il peut persister assez longtemps dans les aérosols, par exemple. Pour autant, c'est de la biologie moléculaire. On ne sait pas si ces germes retrouvés en biologie moléculaire sont réellement contagieux. Alors, pour le moment, nous n'avons pas de traitement curateur, pas de traitement vaccinal, et donc il n'y a que le traitement épidémiologique qui marche. Et donc, ce sont les mesures qu'on entend depuis plusieurs semaines maintenant sur toutes les ondes, partout, et au premier rang desquelles la distanciation sociale, avec les mesures individuelles qui ont été rappelées par le Premier ministre hier. Et donc, les pays ou les villes ou les endroits qui n'ont pas préparé, qui ne font rien sur les mesures de distanciation sociale, eh bien, il s'associe un à-coup de décès, donc un à-coup sur le chaos social, alors que ceux qui préparent, qui anticipent, peut-être maladroitement, eh bien, peuvent écrêter ce pic et donc rendre la vie hospitalière, la vie sociale peut-être compatible avec une efficience raisonnable. Ces mesures qui sont données depuis des semaines, elles sont efficaces et nous avons la leçon que nous donne l'épidémie de SARS de 2003 où les Chinois de Hong Kong ont tenu les mesures qu'on nous dit toute la journée et il y a une extinction de l'épidémie SARS mais aussi une extinction de la transmission d'autres virus respiratoires comme vous voyez ici sur la diapositive. La recherche est bien évidemment très active. Ici, c'est une diapositive chinoise. Arrêtons-nous sur les traitements médicamenteux. Et donc, il y a au moins 20 essais qui sont en cours. Mais nous, en France, bien sûr, différentes institutions se sont mis sur le pied pour observer. C'est le cas de cohortes auquel nous participons à Dijon, et il y a l'ATU du Remdesivir en traitement de recours. Les pistes thérapeutiques. Donc il y a le Remdesivir qui avait donné un semblant d'efficacité pour Ebola, le SARS, le MERS, mais aussi d'autres médicaments, notamment le lopinavir associé à l'interféron bêta, qui donne des résultats partiels sur le SARS, sur le MERS, sur l'animal, et il y a un essai saoudien qui est en cours. Quant à la ribavirine et l'interféron alpha, il y a un seul essai qui est chinois. Ici, vous voyez en rouge les courbes d'efficacité en fonction de la concentration des différentes molécules et en point vert la toxicité cellulaire. Et vous voyez que le Remdesivir, qui est la fiche, le petit encart du milieu à droite, montre une bonne efficacité avec une toxicité tout à fait acceptable. Et c'est pas pareil avec la chloroquine qui montre une efficacité in vitro avec une toxicité encore acceptable. Alors nous avons comme d'autres renseignements Remdesivir chez le primate non humain, où vous voyez qu'en prophylactique ça marche très bien, en thérapeutique ça marche moins bien. Pourquoi ça marche moins bien? Eh bien parce que si ça marche bien sur les muqueuses respiratoires hautes, ça marche moins bien dans le poumon des primates. Le lopinavir rito, une publication très récente, montre que, hélas, il n'y a pas d'efficacité sur l'évolution clinique par rapport au traitement habituel. C'est un essai chinois. Et il n'y a pas non plus d'efficacité virologique dans cet essai publié dans New England. En ce qui concerne l'hydroxychloroquine, le plaquenil, ici les résultats principaux de l'équipe de Marseille. Le problème est la méthode, puisque les témoins ne sont probablement pas pris au même moment de l'évolution de ceux qui ont pris le plaquenil, et donc on peut dire un petit peu toutes les conclusions. L'ennui, c'est que les conclusions des auteurs est quand même très discordante des résultats factuels. Donc pour le moment, il faut s'en tenir à l'essai qui a démarré dimanche, l'essai Discovery, dont vous voyez ici les bras qui seront testés chez les patients. Donc le Remdesivir, le lopinavir avec l'interféron bêta et enfin le plaquenil. Donc seul cet essai permettra de répondre, j'espère, dans quelques semaines ou mois.
Maintenant, si on revient à ce qui peut se passer à l'hôpital ou dans les cliniques ou dans les EHPAD, je rappelle ici ces données d'observation des cas confirmés et qu'on peut modéliser comme ça. Et à Dijon, voilà les cas hospitalisés que nous avons eu CHU depuis que nous avons le repérage. Les décès sont ici et donc la courbe italienne est vraiment horrible. Et j'ai mis juste à côté le nombre de décès que nous avons eu entre hier et cette nuit, de 4 ici à Dijon. Je vais vous parler de la prévention du Covid-19 et me permettre de rappeler quelques notions. Ne pas confondre les modalités de transmission préférentielle, les sites de réplication, les sites d'excrétion, etc. Pour la transmission, c'est préférentiellement une transmission gouttelette. L'excrétion, comme on l'a dit, va concerner différents organes, le poumon, les fesses, l'œil, en particulier la conjonctive, etc. Comment peut-on maîtriser la diffusion? D'une manière générale, il faut parler de l'inactivation, il faut rappeler les précautions standards, les précautions gouttelettes et les précautions contact qu'on va associer. Les points clés sont l'usage du masque chirurgical, mais dans certaines conditions, APR ou masque FFP2, et associé à l'hygiène des mains. Pour l'inactivation, elle peut être soit chimique, soit thermique, et on rappelle que ce coronavirus, comme les autres, est sensible à la majorité des biocides. On rappelle également, mais par analogie au MERS, qu'il est sensible à la chaleur dès 65 degrés pendant 1 minute. Pour le masque, le premier type de masque est le masque chirurgical et le rationnel, on l'a dit, c'est la transmission gouttelette préférentielle. Pour les masques FFP2, c'est uniquement lors de soins qui vont générer des aérosols comme intubation, etc. Voici quelques masques chirurgicaux, plus ou moins disponibles. Voici un FFP2 qu'on appelle également appareil de protection respiratoire. Et donc, il y a différents masques qui circulent. Un appareil de protection respiratoire a une norme et a un marquage. Et vous avez aussi une date de péremption. Pour l'hygiène des mains, il faut préférentiellement utiliser un produit hydroalcoolique. Le rationnel, on l'a dit, c'est la sensibilité à l'alcool dès 61% en 1 minute. L'habillage, vous avez donc l'hygiène des mains réalisée, une protection complète de la chevelure, des ports de lunettes de protection, surtout si vous procédez à des soins qui vont générer des aérosols, de ports de gants non stériles et le port d'une surblouse à usage unique. Il y a toute une séquence d'habillage justifiée par les différentes recommandations des organismes internationaux, chinois et français. Vous pouvez trouver les vidéos et les liens sur notre site. Donc voilà, les principales données qui vont être présentées, bien évidemment, sont des données qui vont être évolutives. Ce qui est très important à retenir, c'est l'importance de la communication. Il faut vraiment beaucoup communiquer, ne serait-ce qu'au sein des équipes, entre personnels médicaux et paramédicaux, que tout le monde partage les mêmes niveaux de connaissances, que ça coupe court aux interrogations et aux craintes et aux appréhensions qui seraient légitimes. Et puis bien sûr et surtout communiquer entre les équipes médicales afin de partager ce savoir et ces connaissances qui sont sans cesse évolutives. Et ne pas hésiter à faire appel à ceux qui sont très impliqués dans des domaines spécialisés comme la médecine intensive et réanimatoire, le service d'épidémiologie et d'hygiène hospitalière. Pour communiquer aussi, il faut partager. Donc, vous aurez sur un Blue Kangoo la plupart des documents qu'on juge utiles qui sont à disposition. Idem sur le site Actu Reco Infection de Dijon. N'hésitez pas à apporter également vos contributions. Voilà, merci de votre attention en espérant que cette vidéo vous a été utile.